de démêlement pour l'ensemble de la jeunesse. Nous, si on a voulu présenter les choses comme ça, c'est-à-dire sous la forme d'un plan jeunesse, c'est parce qu'on veut lancer une alerte aujourd'hui sur le fait qu'on a le sentiment que finalement, suite à cette crise, tout se déroule un peu comme avant. On fait quelques aménagements, on fait quelques petits raccords ici ou là, mais en gros, la prise de conscience de l'ampleur de la crise et de l'ampleur des choses à faire pour la jeunesse en particulier, ne nous semble nécessite des choix budgétaires. Ça nécessiterait un plan d'ensemble, pas seulement donc l'éducation, bien sûr l'éducation, parce que la crise a distendu le lien scolaire et aujourd'hui les personnels de l'enseignement sont très inquiets et dans le doute sur la manière dont la prochaine rentrée va pouvoir se passer. Avec plus de 6 mois d'interruption de l'école, avec près de 6 mois d'interruption de l'école, comment les élèves vont-ils revenir, comment les prendre, comment les reprendre, comment reprendre complètement le lien scolaire, sans compter qu'il est possible aussi que la situation sanitaire nécessite de nouveaux aménagements, peut-être des reconfinements partiels, etc. Tout ça, on n'en sait rien, évidemment, donc il y a une forte inquiétude. Et puis, il y a le sentiment qu'il faudrait faire des choses d'ampleur, je le disais, qui ne sont pas faites parce que reprendre des élèves après une telle période, ça nécessite du temps, ça nécessite des choses spécifiques. Alors, il y a des propositions pour l'instant, il y a des discussions avec le ministère, mais on a quand même le sentiment qu'il n'y a pas grand-chose. Et puis, sur l'ensemble du dossier jeunesse, nous, on a voulu le présenter comme ça parce que ce ne sont pas que les questions d'éducation. On a vraiment le sentiment que la jeunesse a été touchée en particulier par la crise. La crise économique va toucher la jeunesse parce qu'il va y avoir du chômage. On sait que l'entrée en emploi est déjà difficile, était déjà difficile avant. Là, que va-t-il en être suite à une possible crise économique qu'on annonce importante? La jeunesse, c'est aussi toute la jeunesse qui est discriminée, qui aujourd'hui est sortie dans la rue sur ce combat contre le racisme, sur les violences policières, etc. Donc on voit qu'on a une jeunesse qui s'interroge, qui a aujourd'hui très clairement, et qui nous semble devoir nécessiter vraiment toutes les attentions. Et encore une fois, on a le sentiment un peu qu'on nous ressort quelques gadgets, quoi. Alors pas que des gadgets d'ailleurs, parce que derrière il y a souvent une idéologie et quelque chose de plus profond, mais je pense ici aux vacances apprenantes, à tout ce qu'on prétend mettre en place pour pallier la crise et qui en fait est souvent beaucoup en trompe-l'œil. Donc Sylvain fera un point là-dessus et puis les autres repréciseront ce que je viens de dire un peu en introduction. Voilà, c'était peut-être de dire que pour nous, la jeunesse, nous qui travaillons avec la jeunesse, qui sommes des professionnels en lien avec la jeunesse, c'est une problématique globale et on dit souvent qu'il ne faut pas faire de dette, donc qu'il ne faut pas alourdir le fardeau de la dette et donc il ne faut pas faire d'investissement dans les services publics parce qu'il ne faut pas faire peser sur la jeunesse une dette qu'ils auront à rembourser. Mais à l'inverse, ne pas faire certains choix aujourd'hui, ne pas avoir toute l'attention dans la jeunesse, c'est quelque part lui faire peser une dette sociale, c'est-à-dire ne pas mettre les moyens dans l'éducation aujourd'hui, ne pas mettre les moyens dans la protection de la jeunesse aujourd'hui, c'est ne pas préparer l'avenir non plus et c'est aussi créer de la dette. C'est de la dette sociale, c'est pas de la dette économique, c'est pas budgétaire, mais ça serait aussi créer de la dette, ça serait aussi contre-productif quelque part de ne pas faire des choix budgétaires ambitieux pour permettre à toutes les jeunesses de trouver leur place dans la société. Et la crise du Covid a rendu les choses compliquées et donc nécessite une réponse d'ampleur. Voilà, alors je vais peut-être, donc on va faire un peu d'abord la partie éduque, après d'autres parties et du coup je vais laisser la parole à Francette puis Frédéric et après
les intervenants vont faire à la suite et vous pourrez poser des questions après. Voilà. 37 peut-être sur Oui, le... alors tu l'as dit, Benoît, hein, cette crise a permis de faire des constats et ces constats, ils appellent des réponses. Ça, c'est clair. Les constats, ils ont été dans le premier degré d'abord des constats sociaux avec la rupture, la fracture numérique, avec le fait que on a pris conscience de la façon dont vivaient certains de nos élèves, hein, et puis on a pris conscience aussi de l'importance de la relation à l'élève et de la relation aux familles. Je pense que ce sont des éléments dont nous pouvons, dont nous devons, sur lesquels nous devons nous asseoir pour engager la rentrée. Tu l'as dit aussi, ça appelle évidemment des politiques publiques autour de l'école importantes, hein, autour de la santé, autour de l'emploi, autour du logement. L'école ne peut pas tout, mais l'école peut sa part et il faut qu'elle la fasse. Force est de constater que s'il y a eu des constats partagés à un moment donné sur le plan social, hein, où le gouvernement a dit voilà, c'est très grave, nous avons des enfants qui vivent dans l'inconfort, qui sont maltraités. Enfin, il y avait et puis donc il y avait une injonction à l'école de venir s'occuper vite de ces enfants-là, ce qu'on pouvait partager. Force est de constater que ce qui a été mis en place n'a pas aidé pour récupérer ces enfants-là ou pour notamment le volontariat de l'école. Mettre l'école sous la base du volontariat des familles, ça a évidemment eu l'effet d'isoler deux formes de familles, soit la famille très aisée qui avait les moyens d'assurer l'enseignement à la maison dans de bonnes conditions, soit les familles issues des milieux plus défavorisés, dont souvent l'enfant est le bien le plus précieux et qui ont résisté à l'envie de le remettre à l'école parce qu'elles craignaient pour leur santé. Là, il ne faut pas se tromper non plus de discours dans ce domaine-là. Les familles qui n'ont pas remis leur enfant à l'école, ce n'est pas par défiance vis-à-vis de l'école. Ces familles, nous les connaissons, nous les rencontrons. Mais c'est bien parce qu'elles craignent pour la santé de leurs enfants. Donc, les enseignements qui ont été tirés sur le plan social, on n'en voit aucun résultat aujourd'hui dans la politique éducative. Quand on pense que le seul élément actuellement donné dans le premier degré par le ministère Blanquer, c'est de dire on va faire des évaluations. C'est-à-dire qu'on va faire à des enfants qui ont été isolés pendant toute une longue période, on va leur faire se retrouver encore face à une feuille, tout seul, et on va leur demander finalement de rendre compte de ce qu'ils ont fait chez eux. Donc, on évalue l'enfant, la famille au passage, etc. Or, les enfants ont au contraire besoin de coopération, d'entraide, de revenir à l'interaction, de revenir à ce qui fait classe. Ça, c'est ennuyeux. Ce qui est ennuyeux aussi, c'est la lecture qui peut être faite du numérique, qui finalement serait une issue favorable à une école hybride, avec tantôt on travaillerait en classe, tantôt on travaillerait à distance. Or, on sait que ça aussi, ça ne pourrait qu'engendrer les inégalités pour un certain nombre de choses que nous avons dit. Donc nous, effectivement, notre demande, c'est une demande en poste, puisque nous avons des postes supplémentaires. Hein, on a la chance, nous, le premier degré, d'avoir un octroi de 1248 postes supplémentaires. Donc, vous savez, au départ, on en avait 400, on avait dit quand même que c'était quand même pas assez, on nous avait dit si, ça suffit grandement, et finalement, on nous en donne 1200. On aurait voulu nous donner raison qu'on n'aurait pas fait mieux. Donc, sur ces un total de 1688 postes, donc pour le premier degré, avec quand même une orientation donnée à ces postes plus vers le rural. Alors, ça sauve des petites écoles, ça, il ne faut pas se le cacher, c'est une bonne chose pour les petites écoles, mais c'est une mauvaise chose pour l'éducation prioritaire qui se trouve du coup davantage déshabillée. Ces postes-là, sur les 1600, on en retrouve 1300 face aux classes, donc avec le maintien de petites écoles, c'est une bonne chose. Et puis, on a quand même 500 ouvertures à peu près en éducation prioritaire. Mais en revanche, on a un déclin total des plus de maîtres. C'est-à-dire que là, à cette rentrée, on va encore perdre plus de 300 plus de maîtres, 341 pour être très exact. Donc, 91 en éducation prioritaire. Or, nous estimons qu'au vu de ce qui a été vécu par les élèves, il est important d'avoir des dispositifs, au contraire, qui favorisent l'aide à la difficulté ou à la résolution, en tout cas, de la difficulté, en tout cas, à la remédiation.
Et le dispositif plus de maîtres est est un dispositif performant. Or, là, il est encore amputé de 340 postes. Dans l'enseignement spécialisé, on a aussi une coupe de 72 postes de RASED. Là aussi, on ne vous fait pas l'article, mais c'est évident que dans la période, on va avoir besoin de davantage d'enseignants spécialisés. Or, là, on a moins d'enseignants spécialisés. En compensation, on a davantage de psy-EN qui vont venir dans les écoles et ce ne sera pas du luxe non plus. Mais on a quand même des coupes sur des éléments importants de cette rentrée. On a aussi une difficulté aussi à cette rentrée, c'est que nous n'avons pas d'aménagement de temps pour travailler les enseignements. C'est-à-dire qu'on est quand même du côté du ministère dans une forme de déni, où on pourrait penser que l'école, finalement, il y a eu une petite interruption de rien du tout, finalement, ça a même été compensé par l'enseignement à distance, on sait ce qu'il en est, mais voilà, et puis donc on peut repartir comme si de rien n'était. Ce serait gravissime si on faisait ça. Ce serait gravissime. On oublierait sur le bord du chemin un certain nombre d'élèves. Donc, il faut impérativement qu'on ait du temps pour revoir les progressions et les programmations et qu'on reparte en tenant compte, dans le cadre des cycles, de ce qui a été omis pendant la période du 13 mars au soir. Nous, on le redit à la FSU, l'école s'est arrêtée le 13 mars au soir. Donc, il y a eu une activité scolaire qui a été menée, il y a eu une continuité qui a été menée sous une certaine forme, mais les notions nouvelles ne s'abordent évidemment, en tout cas pour le premier degré, il est évident que ça s'aborde sur le temps classe, par les interactions entre élèves, par l'entraide, par la coopération, par toutes ces activités que nous menons en classe, y compris la manipulation. C'est tout ça qui va être important à cette rentrée. Donc, effectivement, on voit une dichotomie quand on voit ce que nous, on réclame et ce qu'on voit, ce que propose le ministère qui fait une lecture tout autre de la crise et qui fait une lecture extrêmement régressive de la crise et qui l'utilise pour servir son projet. C'est-à-dire qu'effectivement, Blanquer essaie de faire rentrer la crise dans son livre et de montrer que finalement, ça donne raison à certaines choses de son livre, évidemment, ou de son projet. Voilà un petit peu pour nous. Je ne sais pas si on peut, je pense qu'on répondra aux questions après. On va juste, voilà, on voulait juste montrer un petit peu la dichotomie qu'il pouvait y avoir entre ce que Blanquer envisage à cette rentrée et ce que sont les besoins en temps de préparation, mais aussi en personnel enseignant spécialisé. Je voudrais dire un mot aussi sur les formateurs qui sont à bloc complet, parce qu'on leur demande d'être AU et à ADIA, donc il faut qu'ils accompagnent les T1 qui n'ont pas eu la formation comme il faut. Il faut qu'ils assurent le plan français, le plan maths, et il faut qu'ils soient là pour assurer la formation donc continuée, initiale, tout ce que vous voulez. Je pense qu'on va avoir on a des formateurs qui ont redemandé à revenir en classe au niveau du mouvement. On n'a pas encore de chiffres exacts parce que vous savez, on n'a pas une grande lisibilité sur le mouvement, mais pour l'instant, mais on sait qu'on a des formateurs qui réclament de revenir en classe, c'est un signe inquiétant. Donc, on n'a plus les conseillers pédagogiques et les formateurs désertent cette fonction qui est vraiment, effectivement, et on avait fait un courrier commun avec d'autres organisations sur cette question. Donc, je pense qu'on a un vrai sujet aussi, et on a un sujet, nous aussi, dans le premier degré, sur les équipes pluriprofessionnelles. Il faut qu'on ait effectivement davantage d'infirmières et d'assistantes scolaires, sociales scolaires, dans l'école à cette rentrée. Voilà, nous, ce qu'on estime important pour cette rentrée et ce que nous n'avons pas pour l'instant. Oui, on m'entend bien. Alors, nous, ce qui nous frappe, c'est le décalage, le fossé même, entre l'autosatisfaction du ministre de l'Éducation permanente, quand on l'écoute sur les médias ou les fréquemment, alors entre on est prêt, on a fait mieux que les autres pays, par exemple, nos collègues italiens, des problèmes, etc. Tandis que nous, on a tout fait bien. Donc, ce décalage avec la réalité de ce que vivent les personnels est assez flagrant.
Comme a dit Francette, la seule préparation de rentrée, ce sont des approches complètement morcelées. On n'a jamais ce qu'on a réclamé, c'est-à-dire un plan d'ensemble, une vision de la rentrée qui puisse embrasser les différentes questions. C'est pourquoi, pour le SNES-FSU, on a présenté un plan avec 3 documents qu'on a donnés au ministre. D'une part, un plan d'aménagement des programmes très précis, discipline par discipline. Pourquoi? Parce que effectivement, les 12 semaines à peu près de confinement n'ont pas permis d'asseoir les apprentissages comme on le fait lorsqu'on est en présentiel, et que surtout les écarts se sont creusés entre les élèves. C'est ça la grande leçon aussi de la période, c'est justement cette augmentation des écarts. Donc il nous semble qu'on ne peut pas repartir comme si on était dans une rentrée normale. Donc cette question des programmes est essentielle, et notamment elle est essentielle aussi pour les sujets d'examen, puisque si on veut aussi asseoir des sujets d'examen sur des notions qui auront été vraiment travaillées par tous les élèves, ça suppose de regarder aussi ce qui a été ce qu'on a pu alléger dans les programmes. Donc, ce qu'on demandait au ministère, c'est de penser différents scénarios, confinement complet, mais surtout confinement partiel ou des confinements total, mais en tout cas, de ne plus se retrouver dans la situation d'improvisation dans laquelle on s'est retrouvé cette année. Au-delà du document sur les programmes, un document donc précis sur la voie technologique. Pourquoi? Parce que c'est un peu quand même le grand oublié, ou la grande oubliée plutôt, des projets du ministère, et qu'on a 4,4% d'élèves en moins inscrits dans la voie technologique, notamment dans la série STI 2D, et que la réforme du lycée, évidemment, a amplifié le phénomène de désaffection, puisque les options n'ont pas pu être financées, ou être financées uniquement sur la marge, qui veut dire en fait conduire à des choix dans les établissements qui ont défavorisé cette voie. Et puis le troisième document, qui est beaucoup plus global, ça pose sur la question des moyens. Alors, nous n'avons même pas la chance d'avoir non seulement des augmentations de postes, mais on a même des suppressions, alors qu'on aura donc 22 500 élèves en plus à la rentrée 2020, et qu'une augmentation des effectifs au moins jusqu'en 2023, et des postes qui ont été gelés donc, lors de la préparation de rentrée en 2019, 350 postes dont on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Alors, il y en a une soixantaine qui ont été attribués au DOM, où il y a eu un moratoire sur les suppressions de postes, vu la situation particulièrement critique des DOM, mais il en reste quand même près de 300 dont on ne sait pas. Alors, on nous dit toujours, oui, ça y est, ils vont être distribués aux académies. On est juste le 1er juillet, quoi. Donc la préparation de rentrée, là, on a l'impression quand même que le ministre ne comprend pas très bien ce que ça veut dire, soit pour les profs qui préparent leurs cours, qui préparent en fonction des programmes, qui préparent les services, etc., les affectations. Enfin, donc on a ce problème. Il y a la question des moyens. Donc là aussi, nous, on n'est pas évidemment pour l'idée qu'il faut des dispositifs qui sortent les élèves de la classe, qui sont fondés sur une individualisation, ce qui est développé à travers tout ce que dit le ministre sur donc devoirs faits qui seront mis en place donc dès la rentrée dans les collèges, sur les évaluations qui tendent aussi à non plus donner essayer d'identifier des profils d'élèves, mais justement pour essayer ensuite de les sortir, encore une fois. Donc pas de possibilité de faire des groupes, qui seraient quand même beaucoup plus utile, puisqu'on a besoin justement après le confinement de retrouver ces dynamiques collaboratives. C'est la question, je vais vite, mais des équipes pluriprofessionnelles. On a vu le besoin d'avoir des psychologues d'éducation nationale, des infirmières, des assistantes sociales. Il y a eu des dégâts psychologiques, des dégâts scolaires du confinement. La question du bâti. On a vu là aussi, alors c'est peut-être le seul point positif du confinement, c'est que ça a révélé la misère des constructions qu'on avait déjà abordées lors de la canicule l'an dernier, mais là c'était 2 fois plus exemplaire. Et puis des personnels territoriaux, parce qu'on ne peut pas faire non plus avoir des conditions sanitaires et des conditions d'accueil des élèves
convenable si on n'a pas une augmentation du nombre de personnels territoriaux. Question des fonds sociaux, de ce qu'est les bourses aussi, parce que là aussi, on l'a vu au moment du confinement, les élèves qui ne pouvaient plus aller à la cantine, que ça posait des problèmes à certaines familles. Donc, on a un vrai besoin aussi d'abonder cela. Question du numérique. Alors là aussi, il y a un vrai travail qui va être fait par la FSU, par ces syndicats, parce qu'il ne s'agit pas évidemment de rejeter le numérique, ce qui serait stupide, mais de contrer un projet du ministre qui est de considérer que l'enseignement à distance c'est pareil en gros que l'enseignement présentiel. Donc il faut regarder de près quels sont les dispositifs qui peuvent être numérisés, ce qui est indispensable. Et pour nous, la vraie classe, l'enseignement, c'est l'enseignement en présentiel, les dynamiques entre le prof et les élèves, mais entre les élèves entre eux aussi. Donc on sait que le ministre fait des états généraux là, début novembre, les 4 et 5 novembre, et qu'on commence à évidemment avoir une charge sur l'idée que on a trouvé plein de choses innovantes pendant le confinement et qu'il faut développer le numérique. C'est déjà le cas pour l'enseignement supérieur, hein, où la rentrée va se faire dans beaucoup d'endroits uniquement en numérique. Donc là encore, on sait que ça va aggraver la fracture scolaire et les différences entre les élèves. Et puis, dernier point, vite sur les réformes, on a évidemment demandé qu'on tire un bilan très précis aussi de la réforme du lycée de cette année. Alors, le comité de suivi qui s'est réuni hier a proposé des aménagements. Le ministre doit s'exprimer aujourd'hui, on va voir ce qu'il en retient. Mais là encore, il n'y a pas d'écoute véritable, et notamment la question qui a été demandée très largement par les organisations syndicales de la banalisation des notes des E3C1 passées pendant cette année scolaire, soit parce qu'il y a des établissements où les élèves n'ont pas passé, et les faire passer en terminale maintenant, ça n'a strictement aucun sens, soit parce qu'ils les ont passés dans des conditions difficiles, mais le ministre s'accroche à ça. Or, on voit à l'occasion de cette session du bac 2020 les difficultés, enfin toutes les impasses du contrôle continu, puisque y compris avant les jurys d'harmonisation, il y a eu toute une série de bidouillages autour des notes dans un certain nombre d'établissements, alors notamment dans des établissements privés, pour donc augmenter les moyennes des élèves, qui montrent que le contrôle continu donc, aggrave les inégalités. Et encore, cette année, on a le repère d'avoir des documents qui donnent les résultats au bac pendant les 3 sessions précédentes aux épreuves terminales. Quand on n'aura plus ça, on se demande sur quoi on pourra se fonder, les jurys pourront se fonder pour essayer d'établir quand même une véritable harmonisation. Voilà, surtout ces questions, donc programme moyen bâti, réforme numérique, on pense qu'il y a urgence à en discuter. Manifestement, le ministre considère que les vacances apprenantes, l'école ouverte, devoirs faits, tout ça va permettre d'affronter la rentrée dans de bonnes conditions. Sigrid. Oui. Et alors moi, je vais évoquer plutôt les jeunes, une autre catégorie de jeunes, hein, c'est ceux de 16 à 25 ans, et notamment plutôt celles et ceux qui ont été fortement percutés par la crise sanitaire, c'est-à-dire les plus éloignés de l'école et les plus éloignés de l'emploi, et qui risquent justement d'être aussi les plus percutés par la crise économique. Peut-être avant de réfléchir à ce qu'on pourrait envisager pour ces jeunes, il est important de faire un bilan. Ces jeunes, qui sont-ils? Ce sont d'abord les jeunes décrocheurs, et malheureusement, le chiffre de jeunes qui sortent du système éducatif sans qualification et sans diplôme est déjà un chiffre qui n'est pas glorieux, puisque c'est à peu près 150 000 jeunes par an. Or, il est fort à parier que ce chiffre soit plus important cette année du fait de cette période de confinement. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne sont pas revenus à l'école, sont sortis des radars pendant le confinement, et on a encore un nouvel élément là en ce moment. Beaucoup de jeunes ne reviennent pas dans les établissements scolaires et notamment dans les lycées professionnels pour valider leurs affectations. Donc, grosse inquiétude pour nous, pour la majorité de ces jeunes. Ensuite, il y a tous ceux aussi qui vont rechercher un
contrats d'apprentissage. Or, de l'avis même des branches professionnelles, la baisse des contrats d'apprentissage risque d'être entre 15 et 45% selon les secteurs, selon les branches d'activité. Et évidemment, grosse inquiétude pour nous aussi, ce sont tous ces jeunes qui ont déjà subi des ruptures de contrats d'apprentissage ou carrément des licenciements. Et dans les 16-26 ans, on sait qu'ils sont déjà à l'heure actuelle 900 000 à être sans solution ni d'emploi ni de formation, ce qu'on appelle les nets en réalité, et ce qui correspond déjà à 12% de cette classe d'âge de 16 à 25 ans. Alors aujourd'hui, quelles sont les réponses ou les annonces qui sont faites pour l'ensemble de ces jeunes par le ministre? On a une annonce principale, c'est un grand plan de lutte contre le décrochage. Alors, ce qu'on en sait aujourd'hui de ce grand plan de lutte contre le décrochage, c'est simplement une circulaire qui a été envoyée aux recteurs et qui a exigé des recteurs une remontée, ce qu'ils ont fait, d'un plan finalisé en 48 heures. Malheureusement, ça n'est évidemment pas assorti de moyens. Donc, on voit bien que le ministère de l'Éducation nationale ne sera pas un opérateur pour permettre à ces jeunes d'accéder à des diplômes, à une formation diplômante et qualifiante. Deuxième levier qui aurait pu être intéressant, c'est justement la loi de formation de 16 à 18 ans. Cette loi de formation de 16 à 18 ans, elle est plutôt, la volonté est plutôt qu'elle soit concrétisée par les régions sur la base de formations courtes, qui peuvent aller de 3 jours à 3 mois, des formations non qualifiantes et des formations non qualifiantes et qui répondent en réalité à des besoins locaux. Et si à la FSU, pour nous, on porte depuis très longtemps l'obligation de scolarisation jusqu'à 18 ans, c'est parce que ça donnerait une obligation au service public d'éducation dans son ensemble d'offrir à la majorité des jeunes une formation qualifiante et diplômante. Or, on sait par toutes les études, et notamment les études de la DARES, que le diplôme est encore un élément essentiel de lutte contre la pauvreté et de prévention du chômage des jeunes. Donc aujourd'hui, face à cette crise économique qui s'annonce et pour éviter que 1 million de jeunes soient les premières victimes de cette crise économique, on porte des exigences fortes assez globales. Alors des exigences effectivement au niveau de l'éducation nationale avec une augmentation des places d'accueil dans la voie technologique, dans la voie professionnelle, mais aussi dans les GRETA. Un regard particulier aussi sur les formations, sur les sections professionnelles. C'est quand même la 4e rentrée du ministre. Il a annoncé qu'il voulait relever les défis écologiques, des défis importants pour la société. Or, donc, aussi sur des emplois. Or, les formations qui mèneraient à des emplois, on va dire climat, n'existent toujours pas dans la réalité dans l'éducation nationale. Pour nous aussi, il faut voir ça dans sa globalité. Donc, pour nous, il est essentiel que les jeunes risquent d'avoir une vie globale très dégradée, parfois intenable. Donc, on demande l'accès au RSA pour tous les jeunes de moins de 26 ans. On demande aussi un renforcement de l'accès aux logements sociaux pour tous les jeunes, des bourses aussi, mais ça Frédéric l'a précisé, un accès à la santé et aussi un accès au permis de conduire. On sait qu'avec les diplômes pour les jeunes les moins qualifiés, le permis de conduire est un élément important. Donc aussi le financement des permis de conduire pour l'ensemble de ces jeunes. Parce que comme l'a dit Benoît en introduction, il ne faut pas réfléchir sur l'investissement qu'on met sur les jeunes comme un coût. En réalité, quand on met l'accent sur un plan global pour les jeunes, c'est un réel investissement pour l'avenir de la société. Et il est important pour nous, on ne se résoudra jamais à ce que ces jeunes qui étaient les oubliés d'hier deviennent les sacrifiés de demain. C'est pour ça aussi que ce plan de jeunesse de la FSU est un plan vraiment global, c'est un plan global et complet pour la jeunesse. Merci Sigrid. Didier, tu peux enchaîner. Didier Bourgoin donc pour le SNUTER FSU. Voilà, oui, peut-être pour donner une vision, bonjour à tous et à toutes, peut-être pour donner une vision de ce qui se passe aussi dans les communes et du côté territorial, puisque Frédéric l'a dit tout à l'heure, ça nécessite aussi, puisqu'il y a des agents territoriaux qui
quotidiennement, bien évidemment, s'occupent de la jeunesse, des jeunesses. Ces jeunes qui passent une grande partie, bien évidemment, de leur vie à l'école, mais qui passent aussi une grande partie de leur vie en dehors de l'école et avec souvent des prises en charge, des aides des communes. Alors, nous, on a une inquiétude, on a d'abord une double inquiétude. Et je dirais ensuite très rapidement un petit peu quelles sont les pistes qu'on pourrait étudier. D'abord, il y a des chiffres qui sont importants et sont contenus dans le plan jeunesse. 3 millions d'enfants qui vivent sous le seuil de la pauvreté, c'est 1 sur 5. Il y a 30 000, dont 30 000 sont des SDF, 100 000 ne sont pas scolarisés et plus de 100 000 enfants enregistrés comme victimes de violences. Et donc, on voit bien qu'il y a Didier, ton micro. Tu as éteint ton micro par inadvertance, donc on ne t'entend plus. Voilà. Alors, excusez-moi, Voilà. ça s'est arrêté où? Voilà, je disais donc une inquiétude par rapport à des jeunes en difficulté, qui sont plus particulièrement en difficulté, et une autre inquiétude qui est celle des capacités d'intervention, du moins en ce qui concerne le champ sur lequel j'interviens, qui est celui des collectivités territoriales. Pourquoi? Parce que à la suite de l'élection d'Emmanuel Macron, à la suite de la Conférence nationale des territoires, il y a eu un dispositif qu'on appelle le protocole de Cahors qui a été mis en place et qui empêche les collectivités, du moins les plus importantes, les régions, les départements, les métropoles, les grosses communes, en tout cas celles qui sont à fiscalité propre et qui ont des budgets supérieurs à 60 millions d'euros, d'avoir une augmentation et des capacités budgétaires augmentées sur leur budget de fonctionnement de 1,2%. C'est-à-dire qu'elles sont empêchées de mettre en place les moyens, y compris s'il y a des besoins qui peuvent s'exprimer. Et le chantage que l'État fait, c'est de ne pas verser la dotation globale de fonctionnement, qui est une des ressources principales des collectivités locales. Alors, ça s'exprime par des moyens qui sont moindres et qui empêchent les collectivités d'avoir un certain nombre d'actions en direction des jeunes, de la jeunesse. Et ça, c'est le constat qui je dirais, construit les inquiétudes qui sont les nôtres aujourd'hui. Alors, les jeunes ont un certain nombre de besoins, en particulier les plus jeunes, et ça passe pour nous pour un développement des modes d'accueil collectifs. Ce n'est pas une obligation, ça devrait l'être. Il faudrait pouvoir proposer, aussi bien dans le cadre de crèches familiales que de crèches collectives, des possibilités, y compris accrues, avec des tarifs bien moins importants qu'ils le sont aujourd'hui, malgré l'aide des collectivités territoriales, mais qui sont très en difficulté de ce point de vue-là. Donc, ça passe par le développement des modes d'accueil collectifs dès le plus jeune âge des enfants, puisqu'on sait que les enfants qui bénéficient d'une prise en charge de ce type-là ont ensuite de meilleurs pronostics et du moins une meilleure réussite, en particulier scolaire, mais pas que scolaire. Ensuite, ça passe par le développement et des moyens accrus pour les services de protection maternelle et infantile, avec aujourd'hui des départements qui sont quand même exempts de ce point de vue-là, qui nécessiteraient tout de même beaucoup plus, en particulier en matière de prévention et d'aide, en direction effectivement des jeunes mères, mais également des enfants en bas âge. On a une très très grosse inquiétude aujourd'hui en ce qui concerne l'aide sociale à l'enfance. La protection de l'enfance était une obligation d'État au début des années 80. C'est une prérogative qui a été donnée au département et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a énormément de difficultés de ce point de vue-là. Beaucoup de départements, compte tenu d'un certain nombre de coûts qui ne sont pas supportés par l'État mais par eux-mêmes, ont tendance à, je dirais, ouvrir la porte de sortie à des jeunes qui ne sont pas encore formés, qui n'ont pas encore d'emploi. Par exemple, il faut savoir qu'un SDF sur 2 a eu un passage par l'aide sociale à l'enfance, ce qui est quand même assez énorme. Ça veut dire aussi donner des capacités aux collectivités pour développer les activités de type sportif, culturel, de loisirs et renforcer les services publics locaux. Et bien évidemment, en matière de cohésion sociale, plutôt parfois que d'envoyer les services de police dans ce qu'on appelle les quartiers, redévelopper des services qui ont été mis très en difficulté, c'est-à-dire les associations locales, mais aussi les services de prévention spécialisés. Voilà très rapidement ce que je peux dire concernant les collectivités territoriales et la prise en charge, entre guillemets, des jeunes globalement. Voilà. Merci Didier. Je vais donner la parole donc à notre syndicat de l'éducation populaire, donc Sylvain Asquette pour EPA. Merci.
Oui, du coup, bonjour. Peut-être évoquer en quelques mots le dispositif de vacances apprenantes qui est sorti tout récemment et qui a l'objectif d'organiser les choses cet été. La difficulté dans laquelle on est, c'est que le gouvernement ne pose pas les diagnostics qui vont avec, et notamment toutes les fragilités qui étaient déjà existantes avant le confinement et qui sont en train d'exploser dans tous les sens. La première fragilité que j'ai envie d'évoquer, c'est celle des publics. Il suffit d'aller discuter avec quelques militants du Secours populaire pour savoir que dans les quartiers populaires aujourd'hui, il y a des publics qui ont du mal à manger, et on parle notamment des enfants. Et les vacances apprenantes sont à destination aujourd'hui de 250 000 mômes qu'on espère pouvoir faire partir en vacances. Et dans ces 250 000 mômes, ça devrait toucher 200 000 qui sont issus des quartiers populaires, issus des politiques de la ville. Donc du coup, si on fait une trajectoire de ce qu'ont pu être les colos avant la guerre, les colos servaient notamment à ce que les enfants puissent manger, puissent repartir plus lourds que ce qu'ils n'étaient quand ils arrivaient, puissent avoir quelques apprentissages autour de l'hygiène. Donc on ne sait pas ce qui se joue aujourd'hui autour des vacances apprenantes, mais en tout cas, il y a peut-être ce paramètre-là que le gouvernement constate que les publics sont en difficulté, qu'il faut les accompagner vers des difficultés de besoins existentiels. On a une autre difficulté dans les fragilités, c'est celle du tissu associatif, puisque du coup, fin 2018, le gouvernement a supprimé des emplois aidés, a supprimé un certain nombre de subventions, et donc on a le tissu associatif qui est quand même majoritaire dans l'organisation des accueils collectifs de mineurs, qui se retrouve aujourd'hui dans un champ qui est économique, à ne peut-être pas pouvoir faire vivre des structures dont il a la possession, et où effectivement il faut qu'il y ait des remplissages pour que les structures puissent du coup financer ce qu'il y a à financer en termes de réparation de mobilier, ou même simplement de frais de charge de loyer et de frais courants. Donc là, effectivement, si les structures ne fonctionnent pas cet été, on a potentiellement des associations qui peuvent mettre la clé sous la porte et sur les 10 prochaines années, du coup, ne plus avoir les moyens de faire partir les mômes en vacances. Donc c'est sûr que le gouvernement, là-dessus, il a un sujet à traiter. Et la dernière fragilité, c'est celle des publics qui encadrent les mômes pendant les vacances. Alors c'est assez complexe parce que selon les organisateurs, les contrats de travail sont différents. Par exemple, si c'est un contrat public ou si c'est une structure associative, on ne va pas forcément avoir le même contrat de travail, mais majoritairement, ils utilisent le contrat d'engagement éducatif, qui est un contrat dérogatoire au droit du travail, sur les congés, sur la rémunération et sur les temps de repos. Mais ça n'aura échappé à personne que ces acteurs du champ ont pu ne pas travailler aussi pendant le confinement et se retrouvent déjà avec des rémunérations qui n'étaient pas extraordinaires avant, à peut-être aussi être eux-mêmes en difficulté dans leur existence. Donc sur les vacances apprenantes, voilà, il y a une ambition qui est posée en plus de régler des difficultés qui ont pu exister du côté scolaire, et qui dérange beaucoup les gens du secteur parce qu'on laisse penser que puisqu'il y aurait des vacances apprenantes cet été, il n'y en avait pas avant. Or, il suffit d'aller voir quelques projets pédagogiques de structures de vacances pour savoir qu'on mobilise le livre pour faire des apprentissages avec les mômes, on chante, on investit des territoires et des milieux que certains ne connaissent pas pour savoir comment pousse une plante, comment fonctionne la mer. Enfin, voilà, il y a tout un tas d'autres formes d'apprentissage qui existent dans les colos et qui n'ont pas attendu les vacances apprenantes pour être mobilisés chaque été depuis très longtemps. Donc voilà, on a quand même une impression d'un certain affichage. Il y a des moyens financiers effectivement importants qui sont mobilisés, mais qui sont aujourd'hui, de notre point de vue, principalement là pour compenser des difficultés qui préexistaient au confinement et que le confinement a largement mis en évidence. Et je terminerai sur un autre sujet, puisque le syndicat auquel j'appartiens est aussi celui qui investit le champ de la jeunesse et des sports. Il y a un projet qui grève énormément les dotations financières du gouvernement, qui est celui du service national universel. Et la génétique politique de ce service national universel est un peu celle des vacances apprenantes, c'est-à-dire que le gouvernement, il a un objectif politique d'avoir une unité autour d'un projet qui lui est cher. Ça gomme assez largement toutes les démarches émancipatrices qui permettent la pensée critique de s'installer dans les territoires, et avec l'idée que du coup, avec un dispositif dont lui seul a la maîtrise, on réussit à permettre à la jeunesse de passer des parcours de formation ou des vacances intéressantes. Le service national universel, ça va se chiffrer en plusieurs milliards d'euros à la fin. Et on pense largement que cet argent peut être utilisé ailleurs sur le versant éducatif, et d'autant que pour les agents du ministère de la Jeunesse et des Sports, il y a eu un manifeste qui s'est opposé à ce service national universel et à sa mise en œuvre, et on continue de le dénoncer parce qu'en plus, il s'organise de
manière complètement ubuesque, avec sur les territoires des différences très fortes sur la manière d'aborder les choses. Et j'en resterai là pour mon intervention. Merci Sylvain. Et donc pour finir notre tour, Sonia Olivier du SNPES-PJJ, donc le syndicat des personnels de l'éducation et vie sociale de la protection judiciaire de la jeunesse. Et puis peut-être plus globalement, on va lui demander de faire un point sur notre troisième partie du plan, parier sur toutes les jeunesses, protéger les jeunesses, c'est le travail au quotidien des personnels de la PJJ. Et du coup, ils ont une vision, eux, vous avez sans doute une vision plus en prise avec la jeunesse parfois en difficulté. Et donc, peut-être nous faire un point sur cet aspect-là des choses pour conclure le tour. Merci Sonia. Oui. Alors, effectivement, parfois la jeunesse se retrouve confrontée à la justice et particulièrement la jeunesse la plus en difficulté. Et cette justice, initialement, elle reposait sur un principe bien simple. Il fallait tout tenter de l'éducatif avant de passer au répressif. Et ça partait de l'idée qu'un enfant en voie ou en situation de délinquance, c'était avant tout un enfant en danger. Sauf que depuis une vingtaine d'années, on l'a suffisamment dit, les différentes modifications législatives au gré des faits divers, de l'exploitation médiatique et de la récupération politique qui en est faite, à des fins essentiellement électoralistes, sont venus inverser la tendance et rendre la justice des enfants de moins en moins spécialisée et de plus en plus répressive. Alors, une justice de moins en moins spécialisée parce qu'il y a eu le recours de plus en plus à des juges non formés sur les spécificités, les particularités de l'enfance et de l'adolescence, avec le rôle prédominant des parquets qui ne sont absolument pas formés, des juges d'instruction, des juges de droit et de la détention de liberté, tous ces juges qui font partie du paysage de la justice des adultes et qui sont venus interférer dans la justice des enfants avec un regard plus porté sur l'acte que sur la problématique de l'enfant. Une justice de plus en plus répressive parce qu'avec un recentrage au pénal, une multiplication des procédures expéditives telles que le déferment, en fait un jeune il est placé en garde à vue immédiatement présenté devant un juge dans l'urgence du moment, des jugements à délai rapproché, des présentations immédiates et là encore il est encore davantage question de punir l'acte que de prendre le temps de comprendre ce qui s'est passé dans le parcours de ce gamin ou de cette gamine et que l'on a en face de soi et de l'accompagner dans quelque chose de l'ordre de la résilience. Alors, d'où un recours aussi accru à des mesures de contrôle et de surveillance et à l'enfermement. D'ailleurs, il y a eu des moyens consacrés, des moyens conséquents ces dernières années consacrés à l'enfermement. Il existe actuellement 47 quartiers pour mineurs, dont un quartier à CJD de Fleury-Mérogis de 90 cellules. Il y a 7 établissements pénitentiaires pour mineurs, 52 centres fermés. Ainsi, depuis 2016, on a de cesse, et ce jusqu'à la crise sanitaire, on a de cesse de dénoncer l'augmentation quasi constante du nombre d'enfants enfermés. Alors, la crise sanitaire a permis une sorte de répit, on le verra un tout petit peu plus loin. Donc en fait, loin de sortir de cette logique carcérale, la garde des Sceaux a obtenu dans le cadre de la loi programmation justice du 23 mars 2019 l'habilitation pour abroger l'ordonnance du 2 février 1945, qui est le texte fondateur de la justice des enfants, et de rédiger un projet de code de la justice d'enfants qui doit entrer en application le 31 mars 2021. Il vient d'être reporté légèrement, mais ce texte n'a pas été débattu. Et il fait fi d'opposition très importante qui est faite de la part des professionnels de la justice des enfants, des organisations syndicales, des préconisations rendues par différentes grandes instances telles que les chercheurs et chercheuses de l'École nationale de la protection judiciaire de la jeunesse, le défenseur des droits, l'UNICEF, l'association des magistrats de la jeunesse et des familles, et puis les tribunes plus largement rédigées par des personnalités, des organismes issus des sciences humaines, de la société civile dans son ensemble. Et sous un recours galvaudé au principe éducatif, on met de l'éducatif partout dans ce projet, en fait, il ne fait qu'asseoir les politiques répressives au cours des dernières années, sans aucune remise en cause du système contre-productif qui stigmatise et exclut encore davantage les jeunes plutôt qu'il ne les protège. Pire, le ministère de la Justice a profité de la période de crise sanitaire pour créer une nouvelle source de sidération. Celle de l'application du bloc peine de la loi de programmation justice aux mineurs.
En fait, alors je vais vous expliquer ce que c'est, mais la garde des Sceaux, en fait, s'appuie sur le fait que le nombre d'adolescents incarcérés est passé de 855 au 16 mars à 652 aujourd'hui, pour faire appliquer ces dispositions à marche forcée. Alors, non seulement le ministère n'a absolument pas tenu compte des conditions de travail particulièrement délétères de certaines équipes éducatives qui préexistaient déjà et qui, là, vont être confrontées à la reprise, enfin, qui sont déjà confrontées à une reprise d'activité difficile, puisqu'on nous a fait, pour la plupart, travailler en télétravail les relations avec les jeunes, et ça a ses limites. Du coup, il va falloir reconstruire des liens qui ont été distendus, et puis on va avoir une série de mesures supplémentaires parce qu'il y a des situations qui se sont aggravées et énormément de situations naissantes qu'il va falloir prendre en charge d'ici à la rentrée. Et donc, il est choisi cette période compliquée pour imposer des nouvelles fonctions de contrôle et de probation, hein, avec ce nouveau glissement vers ce genre de mesures qui sont issues complètement de la justice des adultes, donc absolument pas adaptées et réfléchies pour les adolescents. Alors, de quoi s'agit-il? Il peut s'agir, par exemple, de la détention à domicile sous bracelet électronique. Donc, à partir de 13 ans, 14 ans, un gamin, pour lui éviter la prison, soi-disant, on va être amené à demander à un éducateur ou une éducatrice de faire une étude de faisabilité sur sa maturité, sur la capacité de sa famille à tenir le coup, parce qu'il va être demandé à la famille de gérer les sorties du gamin par rapport à un emploi du temps prédéfini et à un bracelet électronique posé qui sonne en cas de défaillance. Alors, c'est un véritable saccage de la quintessence même de nos métiers dont il est question. Le gouvernement continue de considérer que des adolescents comme des adultes miniatures, plutôt que d'entendre que ce sont des êtres en construction. Les adolescents, et plus particulièrement ceux et celles qui rencontrent des difficultés familiales, sociales, judiciaires, ont besoin de temps, de patience, de liens de confiance avec les adultes qui permettent la contenance, qui favorisent la résilience quant à leurs problématiques, leur vécu, leur personnalité. Sauf que la logique actuelle, c'est de punir de plus en plus vite, de plus en plus fort. Mais parallèlement, c'est vrai que ça fait mauvais genre hein, de remplir les lieux privatifs de liberté. Alors au dernier moment, il faut inventer des combines pour retarder le moment. Donc au final, ça crée des nouvelles formes d'enfermement, puisqu'on est enfermé dehors finalement. Ça crée des nouvelles formes d'exclusion, de stigmatisation, qui ne sont absolument pas adaptées à la grande majorité des situations et qui, au final, ne diminueront pas le nombre de jeunes privés de liberté, mais bien au contraire, parce qu'on sait que les gamins ne vont pas tenir ce qu'il leur est demandé de faire et qu'à un moment donné, la justice, si elle va au bout de son engagement, dira « tu ne tiens pas cette alternative, tu vas en prison ». Donc, on ne fait que retarder le moment et que exclure et stigmatiser davantage. Donc, tant qu'on ne remettra pas en question les politiques répressives à l'œuvre ces dernières années et la logique carcérale qui en découle, le système sera perverti et ses effets contre-productifs. Donc, nous, on réclame la suspension immédiate de l'application du bloc-peine aux adolescents, l'abrogation de la loi programmation justice, et on réclame un vrai moratoire qui permette un véritable débat sur la justice des enfants, intégrant la parole et l'expérience des professionnels, l'apport des chercheurs et chercheuses en sciences humaines dans la recherche et pour une justice plus humaniste, plus protectrice, qui permettent l'éducation et l'émancipation des ce qu'on appelle les petits hommes à travers le discours de Deligny. Et en fait, pour le moment, on a affaire à une justice de classe avec des gamins particulièrement mis sur le carreau, au bout de la chaîne des mineurs isolés et des jeunes majeurs isolés, et donc qui réclament une réelle politique. Il y a plein de gamins qui n'ont rien à faire en prison. Il faut vraiment réfléchir et inverser la tendance. Merci. Bon, voilà, sans plus attendre, je vais vous laisser poser des questions. C'est vrai qu'on a essayé de faire un tour d'horizon très large de ce qu'on entend, nous, par plan d'urgence pour la jeunesse et toutes les jeunesses. Je ne sais pas, du coup, Pascal ou François, sachant que Erwin Canard devait venir, mais il aura on a la vidéo, sinon, hein, pour… à envoyer éventuellement si vous voulez le revoir. Ou, voilà. Et Marie-Christine Corbier, je ne sais pas où ça en était. Voilà. Peut-être l'un de vous deux. Pascal.
Allô, allô. Ça devrait Tu as aller. un problème de son, Benoît. Tu as un problème de son. C'est Pascal, du coup, comme tu as parlé en premier. Bon, moi j'ai beaucoup de questions, des questions de fond et des questions plus immédiates ou plus Pascal, du coup, comme tu as parlé. ponctuelles. D'abord, le plan jeunesse, vous nous l'avez envoyé? Oui, tout à fait. Il était en pièce jointe. Ah d'accord, bah, j'ai Et là, je vous l'ai remis dans la conversation du groupe Zoom, hein. Je vous le remets à nouveau si vous voulez. D'accord, merci. Une question pratique pour Francette. Tu dis moins 62 postes de RASED. Est-ce que, je ne me souviens pas d'avoir vu, mais c'est peut-être moi qui ai mal vu, toute la ventilation des postes là. Je suis preneur du détail. Et effectivement, je partage ton inquiétude sur les RASED. Tu as dit, alors là c'est une question de fond, tu as dit que le ministère essaye de faire rentrer la crise dans son livre. Est-ce que tu peux être un peu plus explicite? Je continue, je fais toute la liste de mes questions ou tu réponds tout de suite là? Je ne sais pas. Je n'ai pas de méthodologie, je peux répondre maintenant parce que oui. Plusieurs questions sur le premier degré ou c'est… Non, oui, j'avais simplement sur la question des formateurs sur le plan français et le plan maths. D'abord, j'aimerais bien voir le plan français si tu l'as. Et deuxièmement, si tu as un peu de chiffres ou quelques données un peu plus précises sur ces formateurs, je suppose que c'est les conseillers pédagogiques. Bon, sur ceux qui demandent à revenir en classe, quelques exemples, ce que tu peux avoir comme données pour appuyer un peu l'information. Voilà pour le premier degré, mes questions. Bon, j'espère que je n'ai pas mangé tes questions, mais tu y reviendras. Sous la ventilation, effectivement, c'est un travail de maison, c'est un travail SNU. La ventilation, ce n'est pas la ventilation du ministère. On a fait, comme tous les ans, notre enquête carte scolaire. Et à partir de cette enquête et des opérations de carte scolaire qui sont déroulées, on a regardé comment se répartissaient les 1688 postes, hein, puisque voilà. Donc, postes devant classe, on en a 1306, si tu veux les chiffres exacts, dont 535 qui constituent des ouvertures en éducation prioritaire. Les postes plus de maîtres, donc je l'ai dit, il y en a 341 en moins, dont 91 supprimés en éducation prioritaire. Il y a quand même 3 dispositifs moins de 3 ans qui seront ouverts à cette rentrée. Il y a un supplément de 3 postes. Sur les enseignants spécialisés, il y a une création de 148 postes, mais dans le même temps, il y a une suppression de 72 postes RASED. Donc, on a des postes ASH qui sont créés, mais 72 postes RASED sont supprimés. Par contre, on a une montée en charge sur les psy EN. 210 postes de remplaçants en moins. Et après, on a 30 postes qui sont créés en fonction des départements. Ça peut être des postes de coordonnateurs, ça peut être des postes pour le fameux plan français. Voilà, ça dépend un peu des départements. Mais on vous en dira plus à la rentrée parce qu'on aura quelque chose de plus affiné. Donc, à la conférence de presse de rentrée, on vous donnera, comme d'habitude, le dossier avec la ventilation des postes. Ce sera plus affiné. Oui, ma formule de dire qu'il fait rentrer la crise dans son livre, c'est que Blanquer ne perd jamais la face et ne perd jamais la ligne. Hein, il sait qu'il a raison. Ça, c'est une chance dans la vie, je pense. Donc, il sait qu'il a raison, il n'a pas de doute. Donc, tout ce qu'il fait tout ce qui existe rentre dans son projet. Donc, il n'y a pas de difficulté pour faire rentrer les constats qu'il a pu faire de la crise, etc. De toute façon, ça rentre dans son projet. Un projet qui est quand même, on le sait maintenant, c'est quand même un projet individualiste de compétition entre les enseignants. On voit l'histoire du badge. Hein. On profite de la crise pour badger, pour donner du mérite. Hein. On peut très bien imaginer que ce
se mérite aboutirait à des carrières voilà, individualisées et à une super ambiance dans les équipes. Hein. On pourrait compter nos badges, ça serait cool. Donc, pour les projets d'équipe, ça met un petit peu le bazar parce que du coup, tu n'as pas trop envie de faire un projet d'équipe parce que c'est quand même mieux de faire ton petit projet à toi pour avoir ton badge qui te permettra peut-être un jour d'accéder à la classe X de manière plus expéditive. Donc, tout est… Moi, je trouve que ça, c'est assez fort hein, quand même hein, parce qu'il a détourné les éléments de la crise et ce qu'il aurait fallu apporter comme réponse. Et lui, il apporte les réponses qui sont déjà ses propres réponses dans son projet. Il ne change pas sa ligne. Il n'y a rien qui change. Quoi. Il est droit dans ses bottes, il continue. Et bien, vous voyez, je vous l'avais bien dit, on va faire les états généraux du numérique, on va pouvoir faire une école hybride, je vais pouvoir faire des économies. Voilà, on est quand même, tout est quand même dans cette ligne-là. J'ai oublié de dire pour les postes quand même tout à l'heure un truc important, c'est que dans les dotations de postes, on n'a pas l'équivalent en dotation concours. Donc, on a un recrutement prévisible dans le premier degré de plus de 1000 postes couverts par des contractuels quand même. C'est quand même… Donc, c'est vrai que lui, il continue sur sa lancée, il met en place les évaluations qui pleuvent, qui vendent, qui neigent. Il faut savoir quand même que les évaluations, c'était la marotte de Blanquer quand il était à la DGESCO. C'est un gars qui ne change pas. Il peut se passer n'importe quoi, il peut tomber des grêlons énormes. C'est pas grave. Il continue, il se dit que tout va bien et qu'il faut aller dans le sens de ce qu'il dit. Donc, dans ce sens que je dis, son livre, c'est-à-dire son projet, n'est pas remis en cause par cette crise. C'est affreux, mais c'est comme ça. Il ne remet rien en cause. Son projet, la crise valide son projet. Et il se débrouille pour que la crise valide son projet. Donc, voilà, même dans la relation aux familles, nous, on peut en faire une lecture. Lui, il dit, après tout, il se passe des choses dans les familles. Finalement, les gamins, ils apprennent à lire dans les familles. Il y a ce besoin de les mettre à l'école si longtemps. Donc, si on tire la ficelle, on peut se dire qu'à un moment donné, on aura une école publique pour les classes populaires. Et puis, les autres auront quand même, voilà, ils pourront apprendre à la maison avec d'autres formes, voilà, dans des conditions optimales. Voilà, on est toujours sur la même chose. Moi, je dis, évidemment, hein, il y a un alibi social qui est le dédoublement. Hein, à chaque fois, il nous sort le dédoublement. C'est le seul alibi social. D'ailleurs, c'est le seul alibi social du gouvernement dans son entier. C'est-à-dire que c'est la seule mesure sociale qu'ils mettent en avant quand il s'agit de montrer qu'ils ont peut-être un petit bout de pâte à gauche, un petit orteil à gauche. Donc, ils ont le dédoublement. Mais le dédoublement, c'est la charité. Ce n'est pas l'égalité. C'est pas on cherche à faire en sorte que tous les enfants réussissent. On fait la charité. C'est-à-dire, autrefois, la bourgeoisie locale donnait un petit plus à la femme de ménage pour qu'elle puisse acheter un sac d'école à sa fille. Voilà, elle donnait ses manteaux qui n'étaient pas abîmés en plus, hein, donc elle était très généreuse. On est dans cette générosité-là, on est dans cette charité-là, c'est-à-dire qu'on donne un petit peu aux pauvres quand même. On n'est pas mauvais, on donne un petit peu aux pauvres, mais on ne donne pas aux pauvres de manière à ce qu'ils réussissent à égalité des autres. Voilà, je pense que c'est… Et tout est pensé comme ça. Je ne saurais pas mieux le dire. Qu'est-ce que tu m'as demandé d'autre? Le plan français. Alors, effectivement, on commence à avoir des éléments du plan français, donc je pourrais t'envoyer ce que nous, on a. Nous, on a rencontré les formateurs et on a fait donc un communiqué commun avec eux, avec les autres organisations. Effectivement, on n'a pas, comme je le disais, on n'a pas de chiffres affinés parce qu'on a un mal fou à savoir pour les mutations, hein, parce que là-dessus, on nous a mis bien à genoux. Donc, on n'est plus dans les commissions paritaires, on ne participe plus et on n'a pas de lisibilité sur les postes. C'est les retours des départements qui nous font comprendre qu'il y a quand même des formateurs dans les départements qui, en tout cas, ont la volonté de quitter leur poste. Ce n'est pas dit qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent, mais ils ont la volonté de quitter leur poste parce qu'effectivement, on les met à toutes les sauces. Alors, sur le plan formation, on a un discours varié sur ce truc-là parce qu'on a des formateurs qui disent le point de départ, c'est plutôt quelque chose de bien, ça part des besoins locaux, c'est organisé avec les équipes, etc.
Mais au bout d'un moment, tout est en tension. Il n'y a pas de temps pour les équipes enseignantes pour travailler ça avec les formateurs. Il n'y a pas de temps supplémentaire donné pour les formateurs. Et donc, on se retrouve, évidemment, on va se dire, puisque ça nous intéresse quand même, ce petit truc, on n'a qu'à le faire pendant les vacances. Voilà, donc tout est quand même tordu. Tout est tordu. Mais sinon, le point de départ, certains disent que c'est pas forcément mal, c'est constellation, la partie constellation. Et sur le plan français, sur le plan maths, c'est du formatage. Il n'y a pas, voilà. Mais on t'enverra tout ça. Mais les formateurs, oui, sont en train de craquer parce qu'ils vont devoir venir dans les écoles en début pour nous aider, on le souhaite en tout cas, pour pouvoir effectivement relisser tout ça, bien que Blanquer dise c'est une rentrée comme les autres, on va rentrer comme avant. De toute façon, il est dans le déni de la crise depuis le début, donc il n'a pas changé. Quelqu'un a dit qu'il y avait quelqu'un qui avait toussé, mais lui, il n'a pas entendu. Et donc, il continue sur sa lancée. Donc, il le redit, il l'a redit, là, je ne sais pas où, ce matin, dans une radio, où il a redit tout va bien, on va faire une rentrée comme d'habitude, et il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé. C'est très grave, ça. C'est très grave, ce déni. Parce qu'effectivement, comme l'ont dit tous mes collègues, la crise, elle n'a pas été sans effet. Et donc, il y a des effets absolument délétères sur beaucoup de nos gamins. Et donc, si on fait comme si il ne s'est rien passé et comme si l'école avait eu lieu, on va perdre des mômes, quoi. On va clairement perdre des mômes. Et je crains fort que si on ne donne pas le signal à nos collègues qu'il ne faut pas faire comme si, on va avoir des gens qui vont faire comme si. Voilà, c'est la crainte. Et donc, on va perdre des mômes, quoi. On va vraiment perdre des mômes. Il faut au contraire pas faire comme si, ce n'est pas une rentrée comme les autres. Il faut mettre tout en place pour effectivement s'intéresser de près à ceux qui ont subi de plein fouet cette crise pour diverses raisons d'ailleurs. Sur le plan des apprentissages, mais sur le plan aussi des relations familiales, sur le plan aussi de l'inconfort, de l'absence de repas équilibrés. Enfin, il y a diverses manières d'avoir subi cette période. Et si on fait semblant, on va perdre des mômes. Mais bon, visiblement, il n'y a plus de pauvres en France, il n'y a plus de crise. Moi, je pense que ça va bien dans ce pays. Ça répond? Pascal, je vous invite à remettre votre micro. Oui, voilà. Parfait. Oui, juste j'en profite pour un point, Français, tu as évoqué les états généraux du numérique. Moi, ce qui me frappe là-dessus, c'est que le CSEN qui avait pris position et qui en gros était prêt à tout diriger, manifestement ne retrouve pas ses préoccupations dans les premiers éléments dont on dispose. Donc j'ai l'impression que le CSEN perd la main là-dessus. Voilà, c'était juste une parenthèse. Je me tourne vers Frédéric Rollet. Frédéric, d'une part, moi j'ai juste une question sur la réforme du lycée. Vous avez demandé un bilan. Est-ce que vous avez des éléments sur les options? Est-ce qu'on a des chiffres sur les enseignements de spécialité? On n'en a pas sur combien de mots m'ont pris des options. Et notamment, je pense à l'option latin-grec, puisque le ministre est le héros qui va sauver le latin et le grec, sauf que d'après l'estimation de la CNARELA, il y a une diminution de 30% du nombre des enfants, enfin des gamins en première, qui donc dans le cadre de la réforme ont pris l'option latin. Je voudrais savoir si tu as quelque chose là-dessus. Et puis sinon, c'est vrai que je n'étais pas au courant que vous aviez monté des plans par discipline. Donc ça, si je pouvais avoir quelques illustrations, je prendrais bien. Voilà. Sur les documents, ce n'est pas des plans par discipline, c'est sur les programmes. Il y a un document très détaillé avec une introduction générale et ensuite, discipline par discipline, collège et lycée, ce qui est proposé en termes soit d'allègement, soit d'aménagement dans l'optique de tenir compte, ce que ne fait pas le ministre, effectivement, du confinement. Sur les cartes de formation et d'options, moi j'ai demandé jeudi au cabinet avant d'avoir des retours
sur les enseignements spécialités abandonnés, donc sur l'état des lieux, etc. Alors, ce qu'on m'a dit, c'est que ça marchait très bien pour les SVT et les sciences physiques, qui, paraît-il, gagneraient 4000 heures entre les différents établissements. Un peu de baisse pour les mathématiques en termes de volume horaire, mais effectivement qu'il y a un vrai problème sur langue et culture de l'Antiquité. Alors, ils n'ont pas donné de chiffres, mais manifestement, il y a une baisse extrêmement importante. Sur les enseignements artistiques, ils ont un discours qui est plutôt optimiste, mais les retours qu'on a ne sont pas exactement de même nature. Donc, on va essayer d'affiner le bilan pour la rentrée aussi, de regarder exactement ce qui est les enseignements et les options qui auront été pénalisées par la réforme et par les choix qui sont faits donc, dans les établissements pour tenir compte des dotations qui évidemment sont insuffisantes et du fait que du coup les chefs d'établissement disent on ne peut pas ouvrir de groupe quand il y a un trop petit nombre de jeunes qui ont opté pour cette formation. Ok. Alors, puisque j'ai le micro, je continue. Sigrid, sur le plan 16-18, je suis très très content j'avais pas vu cette histoire de courte formation de 3 jours à 3 mois, mais j'ai vu que en gros il suffisait d'avoir un rendez-vous avec la mission locale pour échapper à toutes les foudres de l'obligation légale de formation. Donc en gros ça allait pas changer grand chose, quoi, sauf cette histoire de formation courte. Ton micro, Sigrid, ton micro. Oui, pardon. Je dis, tu as raison, hein. Aujourd'hui, on a à peu près 95% des jeunes qui sont en formation avant 18 ans, grâce aux missions locales, etc. Mais nous, ce qui est important pour nous, c'est aussi la qualité de la formation initiale. Tu sais que la volonté du gouvernement aujourd'hui, c'est que le ministère du Travail prenne la main complètement sur la formation professionnelle. Et déjà, la loi Avenir Pro, qu'on appelle un peu la loi Pénicaud, le permet. Et il y a une volonté aussi qu'il n'y ait plus de clivage entre formation initiale et formation continue. En gros, les jeunes de 16 ans qui n'auraient pas les capacités d'aller en lycée général ou technologique entreraient dans un processus d'obtention de blocs de compétences qu'ils pourraient acquérir tout au long de la vie en fonction des besoins des emplois, etc. C'est un peu ça leur philosophie, leur projet pour la formation professionnelle. Or, on sait, c'est pour ça que nous, on ne s'y résout pas, hein, on sait que avoir une formation initiale, professionnelle, globale, équilibrée, solide, permet justement à tous les jeunes de sécuriser les parcours scolaires et sécuriser les parcours professionnels de ces jeunes. Parce que soit ça leur permet d'accéder à des études supérieures, soit ça leur permet une entrée plus durable dans l'emploi. Et pour nous, ça, c'est essentiel. On a cette responsabilité, à la FSU de revendiquer une formation initiale très solide. Et évidemment, ce n'est pas ce qui est complètement prévu dans la loi 16-18. Alors maintenant, on va continuer à peser sur cette loi 16-18 parce qu'il va y avoir des circulaires et il devrait y avoir aussi des arrêtés qui vont sortir pour faire en sorte que le ministère de l'Éducation nationale prenne toutes ses responsabilités en matière de prise en charge de ces jeunes. Maintenant, il va falloir qu'on soit nombreux aussi à porter cette revendication. Voilà, puis sinon, j'ai encore une petite question sur les vacances apprenantes. Il y a un truc assez rigolo, j'ai vu qu'il y avait une boîte hors contrat qui avait fait sa pub sur le thème nos vacances apprenantes, venez faire nos vacances apprenantes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de label déposé. Apparemment, la marque n'est pas déposée. Donc, si on risque d'avoir une publicité mensongère assez surprenante là. Ça peut être rigolo à suivre. Je me suis demandé si je n'allais pas la déposer, moi, la marque Vacances Apprenantes.
Vous pouvez peut-être le faire. Tu sais, Non, mais c'est sûr il y a que les effets sur ce sujet, sur ce sujet, tout s'est fait dans la précipitation. Donc, effectivement, je ne suis pas sûr qu'ils aient fait attention à cette question de marque déposée. Et surtout, il y a un site unique sur lequel on peut aller inscrire son enfant qui reprend l'ensemble des séjours qui sont labellisés. Mais pour peu qu'on manque ce site et qu'un autre réussit à être juste devant dans les pages Google, effectivement, c'est possible de se tromper sur l'inscription des enfants. Moi, je n'avais pas repéré ça, mais ça peut être intéressant effectivement de suivre cette question. Et un point, par exemple, j'ai pris un département, justement celui où est cette boîte privée, hors contrat. Il y a 22 vacances apprenantes labellisées. Mais en fait, il n'y en a que 3, parce que c'est la même du 1er au 15 juillet, et puis du 15 juillet au 30 juillet. Enfin, voilà, donc une démultiplication. Quand le ministère dit qu'il en a, je ne sais plus, 1 millier, en fait, c'est très, très souvent la même dupliquée. Peut-être juste sur ça, pour être peut-être un peu observateur. L'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire publie chaque année le nombre de mineurs qui participent à des séjours de vacances. En 2019, il y en avait 855 000. Donc, on pourra voir à la fin de l'été si le gouvernement a réussi son pari de faire partir des moments en vacances. Si on est à peu près proche de ce chiffre-là, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. On devrait être au-delà des 855 000 normalement à la fin de l'été 2020. En 2019, 855 000 jeunes sont partis en colo. En séjour, oui, c'est ça, ouais, en colo, ouais, tout à fait. Ok. Et puis sinon, j'étais très content d'entendre Sonia Olivier, parce qu'on n'entend pas souvent la PJJ, les représentants de la PJJ dans la sphère éducation. Et je trouve ça très intéressant. Et je n'avais pas repéré cette histoire de bracelet électronique pour les mineurs. Je trouve ça tout à fait intéressant. Voilà, désolé d'avoir monopolisé un peu la parole, et j'espère que François ne m'en veut pas trop. François, je vous laisse du coup peut-être poser vos questions. Oui, bonjour. Alors, j'ai plusieurs questions, en effet. D'abord, sur le décompte qui a été donné par le SNUP, par Français, parce que je n'ai pas tout entendu, en fait. Si on pouvait avoir le doc, tout simplement, ce serait beaucoup plus simple. Et il y a une question qui n'a pas été abordée, qui est l'avenir de la loi retraite. Alors, apparemment, ça va revenir très rapidement. Je ne sais pas quelles infos vous avez là-dessus. Il y a les chiffres sur vacances apprenantes, donc je ne sais pas s'il y en a, mais à quel moment on pourrait en avoir sur l'efficacité. Et puis enfin, sur la dernière question, sur votre projet, est-ce que vous avez chiffré un petit peu votre projet? Vous demandez des postes un peu partout. En fait, il faudrait combien? Peut-être je peux répondre sur 2 aspects. D'abord sur le chiffrage, la dernière question. Non, très clairement, on n'a pas fait le chiffrage. On a bien conscience en plus que c'est un plan qui, par son ambition, a un coût énorme et qui, en réalité, pour être complètement honnête, n'est pas réalisable immédiatement. Par exemple, on demande beaucoup de postes d'enseignants. À la rentrée de septembre, ce ne serait pas possible en vrai d'avoir tous ces postes-là, tout simplement parce qu'il n'y a pas les candidats au concours. Donc, ce qu'on dit, nous, c'est qu'il faut programmer de manière pluriannuelle, c'est qu'il faut enclencher des dynamiques. Après, il y a l'idéal et puis il y a la réalité, il y a le long terme et le court terme. Nous, on essaye de voir dans ce plan-là le long terme et l'idéal. Après, si on peut, dans cet idéal-là, avoir un certain nombre de dynamiques qui soient enclenchées, voilà, ce serait déjà une première avancée. Donc, effectivement, ce plan-là, il coûte très cher. Mais ce qu'on dit aussi, c'est que ne pas le mettre en œuvre, ça coûte cher aussi sur le plus long terme. Donc, tout ça, c'est une affaire quand même de choix politique et de dynamique qu'il faut enclencher dans un sens ou dans un autre. Nous, on n'a pas chiffré la totalité de notre plan. Après, il y a des mesures et il y a des choses qui ne coûteraient pas plus cher. Justement, on a donné la parole à Sonia Olivier de la PJJ, tout ce qu'elle a développé sur finalement le fait de ne pas faire confiance à la jeunesse, de vouloir réprimer, de vouloir enfermer, de ne plus être dans la dimension éducative. Ça, c'est une affaire aussi d'état d'esprit. C'est pas forcément, ça coûte pas
ça coûte cher d'enfermer les jeunes, ça coûte cher d'enfermer les mineurs. Donc, quelque part, c'est pas uniquement une histoire de coût, c'est aussi un pari sur l'avenir et un état d'esprit aussi dans lequel on souhaiterait que soit davantage le pays. Sur la loi retraite, les bruits sont de plus en plus insistants sur une possibilité de la remettre en selle. Parce qu'effectivement, on sent bien que ça peut être un marqueur du côté réformateur de Macron. C'est une réforme à laquelle il tenait et, nous semble-t-il, il tient toujours, parce que c'est une vraie réforme de société, c'est un vrai bouleversement de société qui, pour nous, ne va pas dans le bon sens, parce que c'est l'idée qu'en gros, il faut diminuer les pensions. Parce que ça coûte trop cher, parce qu'il faut que il faut individualiser les pensions, il faut soi-disant plus d'égalité, mais en réalité, c'est chacun qui épargne davantage pour sa retraite et le système collectif est affaibli. Et donc, on sent bien qu'il n'a pas renoncé. Après, très honnêtement, est-ce qu'il aura les moyens politiques de la mettre en œuvre? Nous, on a quand même noté un affaiblissement, alors pas forcément parce que ce serait que la gauche qui aurait progressé, mais il y a aussi la droite qui a progressé de notre côté, mais il y a un affaiblissement du gouvernement qui a été quand même marquant au municipal, malgré l'abstention, etc. Donc, c'est toujours difficile à dire. Et puis, il y a une réforme. Certes, ce n'est pas le mouvement social qui a fait en sorte qu'elle a été suspendue, c'est bien la crise du coronavirus. Mais malgré tout, c'est le mouvement social qui a permis de montrer que cette réforme n'était non seulement pas populaire, mais qu'au fur et à mesure que le mouvement social s'amplifiait, l'opinion elle-même a basculé. Et donc, c'est bien ça qui a montré que cette réforme était très dissensuelle, au moins. Elle n'était absolument pas consensuelle. Et donc, ils n'ont pas pu la mettre en œuvre en pleine crise du coronavirus. Alors, est-ce qu'ils vont profiter du fait que maintenant, il y a une possibilité d'accélérer, voilà, encore une fois, de montrer un profil très réformateur et du coup de remettre en selle la réforme des retraites? Tout le monde le dit. Donc, moi, notre sentiment, mais c'est vraiment un sentiment, on n'a pas d'informations particulières, notre sentiment, c'est qu'ils vont faire quelque chose un peu plus à minima que ce qu'ils avaient envisagé, c'est-à-dire peut-être pas la réforme systémique avec la bascule de tout le monde dès 2025, mais peut-être pas les histoires d'âge pivot qui là aussi avaient beaucoup clivé. Mais on est très vigilant parce que même s'ils font des calendriers plus étalés, même s'ils font pas l'âge pivot, globalement, si c'est pour dégrader les pensions par une autre manière, ça risque fort d'être de toute façon quelque chose qui n'ira pas. Donc voilà, on reste vigilant là-dessus et sur l'ensemble du projet de société. Mais effectivement, la loi retraite, elle est toujours dans les cartons. Et il y avait eu à l'EDUC le fait que la loi retraite allait baisser particulièrement les pensions des enseignants. En réalité, on avait essayé de faire la démonstration que ce n'était pas que les enseignants, c'était tous les fonctionnaires qui avaient peu de primes, dont les enseignants évidemment, mais aussi, ce n'était pas un problème enseignant, c'était un problème de développement des primes dans la fonction publique. Et du coup, il y avait eu le dossier salaire aussi des enseignants que Blanquer avait voulu lier à la réforme des retraites. Là aussi, il n'y a plus de son et plus d'image. Blanquer dit qu'il va faire la première tranche, en fait, celle annoncée des 500 millions d'euros de revalorisation, qui était censée s'inscrire dans une programmation pluriannuelle. Donc ça, il n'en parle plus de la programmation pluriannuelle. Mais même la première tranche, il n'y avait rien de calé sur les modalités. On ne savait pas comment ça se faisait, ces 500 millions d'euros. On parlait d'une prime versée à tous, mais on parlait aussi de renforcer les formations obligatoires qui, du coup, auraient été rémunérées. On parlait des remplacements dans le second degré. On parlait de plein de choses. Là, on ne sait plus rien. Il prétend continuer à dire qu'il y aura 500 millions de plus sur les salaires des enseignants, mais rien n'est précisé là-dessus.
Donc, voilà, nous, on n'a jamais voulu lier cette question à la question des retraites, ça c'est sûr. Mais par contre, la nécessité d'une revalorisation, elle est toujours là et elle est là pour l'ensemble des personnels de la fonction publique. Elle ne concerne pas que les enseignants. On a le sentiment aussi que le curseur s'est un peu déporté sur les soignants. À juste titre, hein, les soignants doivent être revalorisés. Mais même ça, dans le cadre du Ségur, ça n'a pas l'air de très bien se passer. Il n'y a pas suffisamment de choses sur la revalorisation des personnels soignants. Et pour nous, ça doit s'inscrire après dans une dynamique de revalorisation de l'ensemble de la fonction publique. On soutient toutes les revendications des soignants, mais il faut l'inscrire dans un cadre plus large. Alors, sur la ventilation des postes, François, on vous donnera des précisions, évidemment, fin août, au moment de la conférence de presse, parce que là, on n'a pas tous les postes ventilés, puisque les DAZEN en ont gardé 752 de côté pour l'instant, qui ne sont pas affectés et qu'ils affecteront au vu de la rentrée. Donc, on n'a pas les chiffres, on n'a pas les totaux complets. Donc là, moi, je vous donne ce qu'on a aujourd'hui avec nos enquêtes. Donc, 1306 postes devant la classe, dont 535 en éducation prio. En poste plus de maîtres, moins 341, dont moins 91 en éduc prio. Une augmentation de 3 postes pour les dispositifs moins de 3 ans. Une augmentation de 148 postes pour les postes d'ASH qui profitent au psy éducation nationale parce qu'il y a 72 postes en moins de RASED et à des dispositifs ASH aussi qui sont créés. Les postes de remplaçants, une suppression de 210 postes et les postes autres, parce que pour l'instant, voilà, c'est soit des postes de coordo, soit des décharges de direction, une trentaine. Voilà ce que nous avons pour l'instant, mais on en saura plus au mois d'août. On vous donnera des chiffres sans doute plus affinés au vu de ce qui sera tenu. En revanche, nous allons vous envoyer la vérité sur la carte scolaire. Là, au moment où nous l'avons, nous avons édité un document qui vous parviendra dans les jours à venir, enfin vraiment lundi, je pense, au maxi. Et pour ce qui est de notre budgétisation des besoins, nous, on ne demande pas moins de 90 000 postes, en fait. Alors, évidemment, hein, comme l'a dit Benoît, ce serait sur un plan pluriannuel. Mais nous, on a chiffré, par exemple, l'abaissement des effectifs, il nous faudrait 13 700 postes, par exemple. Le remplacement, il nous faudrait plus de 3 200 postes. Les plus de maîtres, il en faudrait 46 000. La formation, il faudrait 9 000 postes supplémentaires. Les RASED, si on compte toujours des bassins de 1 000 élèves hein, par intervenant, il faudrait 6 800 RASED. La direction, pour assurer des décharges plus importantes en fonction au prorata hein, du nombre de classes, il faudrait 12 000 postes. Donc voilà, on est sur un chiffre important, nous, dans ce qu'on demande, hein, évidemment, on est soucieux des deniers publics, hein, donc on ne le demande pas d'un coup, mais il faut effectivement aller vers ça. Et à cette rentrée, on a donné des priorités qui vont vers l'enseignement spécialisé, vers les plus de maîtres et vers évidemment les formateurs notamment, parce qu'on pense qu'il y aura des soucis. Et ça, on n'a pas compté les postes en infirmière scolaire et en assistante sociale scolaire pour cette rentrée, par exemple. Donc voilà, c'est pour vous donner une idée. Peut-être François, encore une... C'est vrai que la facture est lourde, hein, mais... Non, je voulais peut-être simplement ajouter que dans le plan français, il est question de former les profs pendant les congés. Hein. Le décret qui est sorti, la DGESCO, il fait référence de façon très directe. Donc cette question de la formation obligatoire sur les congés, qui est d'ailleurs budgétée, qui a été budgétée hein, pour 2020, c'est une question qui va revenir. Non, mais oui, c'est les 5 jours obligatoires qui ont été décidés déjà. Oui.
Moi, je dis, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas des vacances apprenantes. Hein. Il y a ça plus le numérique. Parce qu'il va sans doute avoir la tentation aussi de dire qu'on peut se former chez soi pendant les congés, ou même si on est malade, ou n'importe quand, grâce à un certain nombre de… là, c'est le numérique apprenant aussi. Hein. Et donc, tout ce qui est formation continue, qui implique aussi que ce ne soit pas… qu'il y ait des confrontations, qu'il y ait des regards croisés, qu'il y ait des échanges entre les collègues, ça va… Évidemment, c'est déjà réduit à la peau de chagrin, mais ça risque de l'être de plus en plus. Sur le coup, nous, si on veut chiffrer, ça donne des choses à… Mais je crois que l'essentiel, c'est l'idée du plan de programmation. Parce qu'à partir du moment où on n'a pas un plan de programmation des recrutements et des emplois, on est toujours dans une navigation à courte vue qui fait que dès qu'il y a un événement particulier comme là, la crise, on est dans l'incapacité de faire face de façon vraiment un peu efficiente, quoi. Peut-être un petit mot aussi sur le financement. Aujourd'hui, le gouvernement vient de donner 1 milliard pour sauver l'apprentissage directement aux entreprises. Je rappelle, la voie professionnelle publique, c'est 4 milliards d'euros par an seulement. Donc, on voit bien que si on avait donné juste 1 milliard à la voie professionnelle, il y aurait eu les possibilités d'ouverture de sections. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que la loi Pénicaud va bénéficier, elle, de 4 milliards pour les PIC. Vous savez, c'est le plan d'investissement en compétences. Et donc, on voit bien que les moyens de financer la formation professionnelle, d'investir sur la formation professionnelle, ils existent. Maintenant, nous, ce qu'on reproche, c'est qu'elle soit systématiquement donnée aux entreprises et au ministère du Travail et au détriment du service public qui, lui, pourtant, est le plus grand garant de la sécurisation professionnelle et des parcours scolaires des jeunes. Et dernier élément, aussi à la rentrée, le ministre a annoncé une grande conférence nationale des diplômes professionnels. On sait qu'il veut en finir avec cette société des diplômes, il l'a écrit dans ses livres, sauf qu'il ne veut pas en finir avec les diplômes d'ingénieurs ou des grandes études, il veut en finir vraiment avec les diplômes de base. Cette conférence nationale des diplômes, elle va se décliner sur les territoires dès début septembre, avec des annonces qui risquent d'être encore de favoriser au détriment des formations solides, des FCIL, des mentions complémentaires, des formations courtes, etc. Donc, on va avoir certainement un grand flou entre les qualifications, les titres professionnels et diplômes, et on sait qu'il y a un gros risque pour la majorité des diplômes professionnels.